Bien, lors de la vidéo précédente, on s'était arrêté sur la proposition qui avait été faite le 7 septembre 1959, ou du moins oui, c'est ça, la proposition qui a été faite aux Algériens de choisir donc entre trois possibilités, hein, l'indépendance pure et simple, ce que De Gaulle appelle la sécession, la francisation complète avec l'égalité des droits, ou bien une association, hein, avec la France basée sur un État fédéral et une coopération renforcée. Bon, alors cette déclaration, elle va avoir des fortes répercussions, hein, notamment chez les partisans de l'Algérie française. Alors, ceux-là même qui pensaient qui avaient été à l'origine du rappel de De Gaulle au pouvoir et qui pensaient que De Gaulle allait les soutenir, eh bien, ils sont extrêmement déçus et ils ont surtout l'impression que De Gaulle leur a mis un coup de couteau dans le dos, les a trahis, car ben, en fait, De Gaulle, il a engagé des négociations avec le FLN, alors que, je vous dis, il paraissait plutôt favorable à l'Algérie française. Sauf que De Gaulle, c'est quelqu'un qui, comme un joueur d'échecs, a plusieurs coups d'avance et il est bien conscient que, de toute façon, l'Algérie finira tôt ou tard par obtenir son indépendance, que le peuple français y est en plus de plus en plus favorable et qu'il faut donc se sortir de cette situation inextricable, hein, et on le voit d'ailleurs à travers, les sondages, hein, regardez, à la question qu'on pose aux Français: «Êtes-vous favorable à des négociations avec le FLN?» En 1957, donc 3 ans après le début de la guerre, seulement 45% des Français y étaient favorables. Et puis au fur et à mesure que cette guerre va perdurer, eh bien, on va arriver à 8 Français sur 10 en avril 1961. En 1957, un Français sur 3 répondait clairement non, on ne veut pas de négociation avec le FLN. En 1961, c'était seulement 6% des Français. Donc on voit bien que les Français sont en train de changer, ont basculé dans le camp de la volonté de négocier avec le FLN, même si les pieds noirs, c'est-à-dire les Français d'Algérie, y sont opposés. Et d'ailleurs, De Gaulle avait eu cette célèbre formule, hein, si l'on garde entre guillemets l'Algérie dans la France, si on l'intègre complètement, c'est-à-dire la francisation, eh bien de fait, par la démographie, en raison de la démographie très forte de la population algérienne, il disait je n'ai pas envie qu'un jour le village où j'habite, qui s'appelle Colombey les deux églises, devienne Colombey les deux mosquées. Sous-entendu, il y aura plus de musulmans finalement que de chrétiens en France et que du coup, mon village serait même appelé à changer de nom. Donc De Gaulle ne voulait pas que l'Algérie de toute façon reste française et donc eh bien, il a entamé des négociations avec elle. Ce qui va pas rester sans réponse, hein, la situation va se tendre de plus en plus en Algérie et en 1961, il va y avoir un putsch, c'est-à-dire un coup d'État, un coup de force militaire de généraux, d'un quarteron de généraux, comme dirait De Gaulle, donc de quelques généraux qui vont faire un coup d'État, un coup de force pour tenter de renverser la République le 22 avril 1961. Bon, ce coup de force va échouer. De même, une organisation clandestine va être créée. Cette organisation clandestine s'appelle l'OAS, qui veut dire Organisation de l'armée secrète. Et cette organisation de l'armée secrète, elle défend la cause de l'Algérie française et elle va s'en prendre à tous ceux qui sont en faveur de l'indépendance, que ce soit donc les membres du FLN, donc du côté algérien, mais aussi les gaullistes et en premier lieu le général de Gaulle. Pardon. Donc là, vous avez une affiche de l'OAS en 1961 et on vous met en guise de légende que ces attentats ont fait entre 1700 et 2000 victimes en Algérie comme en métropole, c'est-à-dire en France, en Europe, hein. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, De Gaulle frôle de peu la mort lors d'un attentat qui a eu lieu près de Paris, au Petit Clamart, le 22 août 1962, où sa voiture a été criblée d'impacts de balles, car l'OAS ne lui a jamais pardonné d'avoir trahi, entre guillemets, la cause de l'Algérie française. Donc, comme vous le voyez sur cette affiche, hein, Dunkerque, Paris, Alger. Donc, de Dunkerque à Alger, c'est la France. Et l'OAS, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle poignarde en fait le drapeau algérien, quoi, les symboles algériens, le croissant et l'étoile, mais aussi la croix de Lorraine qui est le symbole de De Gaulle. Donc, l'OAS s'en prend autant
aux partisans de l'indépendance algérienne du côté algérien et aux gaullistes. Euh, Là, vous avez une affiche de l'OAS qui revient sur le discours qu'avait prononcé De Gaulle à Alger le 4 juin 1958, où il avait dit devant la foule algérienne qu'il l'acclamait, qu'il avait appelé au pouvoir Je vous ai compris. Eh bien, les Français d'Algérie, les pieds noirs, quand ils ont entendu ce Je vous ai compris, ils pensaient que De Gaulle voulait leur dire J'ai bien compris que vous voulez rester français et je vais vous aider à rester français. Sauf que là, ben, vous voyez cette affiche, on voit la tête de Gaulle qui est entourée par un nœud, hein, un nœud coulant, comme s'il allait être pendu. Et il y a une légende avec marqué il a trahi, il va payer. Sous-entendu, eh bien, on va lui faire payer, on va tenter de mettre fin à sa vie. Donc, ça va entraîner, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, l'attentat manqué hein, du petit Clamart. On a relevé quand même sur sa voiture entre 120 et 150 impacts de balles. Donc, il est passé très près, hein, un attentat minutieusement organisé. Finalement, bah, malgré les attentats de l'OAS, hein, et donc malgré cette tentative de prendre le pouvoir par des généraux à Alger, eh bien, le processus d'indépendance va se poursuivre et le 19 mars 1962 vont être signés entre le FLN et la France les accords dits d'Évian, du nom de cette cité thermale des Alpes. Alors, qu'est-ce que prévoient ces accords? Ils prévoient un cessez-le-feu immédiat. C'est-à-dire qu'immédiatement, les combattants du FLN et l'armée française doivent arrêter de se tirer dessus. C'est le cessez-le-feu. Et elle prévoit également une consultation d'autodétermination, c'est-à-dire que c'est le chapitre premier, hein, une consultation d'autodétermination, c'est-à-dire qu'on va demander au peuple algérien, d'origine européenne comme d'origine arabo-berbère ou arabo-musulmane, c'est-à-dire aux 1 million de pieds noirs et aux 8-9 millions d'arabo-berbères, de répondre à la question, voulez-vous que l'Algérie soit indépendante ou pas? Donc, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination. Et donc, finalement, ces accords préparent, parce qu'on est bien conscient que si on demande au peuple algérien s'il veut l'indépendance, eh bien, les 1 million de pieds noirs vont dire non, mais les 9 millions d'arabo-berbères vont dire évidemment oui. Donc, ces accords d'Évian, finalement, préparent la future indépendance de l'Algérie. Et cette indépendance de l'Algérie, eh bien, elle va être célébrée hein, nationalement en Algérie par des grandes manifestations. Officiellement, l'indépendance est proclamée le 5 juillet 1962. Donc là, on voit, vous voyez, hein, la foule en liesse, hein, la population s'était petit à petit rangée de gré ou de force derrière le FLN, hein. Je dis de gré ou de force parce qu'évidemment que des Algériens se sont rangés derrière le FLN parce que le FLN incarnait la lutte armée contre l'occupant, mais je dis aussi de force parce que certains Algériens y ont été contraints par le biais d'exactions ou de menaces notamment dans les autres partis indépendantistes algériens. Donc ici, on voit hein, ces images de camions surchargés. Le vote pour l'autodétermination, il a été sans surprise. Hein, le peuple algérien a voté oui à 99,72%. Donc quasiment tout le monde voulait que l'Algérie soit indépendante. Vous allez me dire, alors les pieds noirs, qu'est-ce qui se passe pour eux? Eh bien, les pieds noirs, on va leur laisser le choix, en gros, entre la valise et le cercueil. C'était l'expression usitée à l'époque, hein, c'est-à-dire où vous prenez vos affaires et vous foutez le camp, ou si vous restez sur place, vous risquez de mourir. Donc, le 1 million de pieds noirs va débarquer, notamment dans les ports méditerranéens et principalement à Marseille, où ils vont être très mal accueillis parce que dans les ports étaient notamment beaucoup de travailleurs dans les ports, c'était des dockers et qui était affilié au Parti communiste. Le Parti communiste, vous le savez, est un parti anticolonialiste, et les pieds noirs étaient tous assimilés à de méchants colons qui exploitaient les indigènes. Alors, il est vrai qu'il y avait des pieds noirs qui étaient de riches colons qui exploitaient les indigènes, mais beaucoup de pieds noirs étaient aussi de petits artisans, de petits paysans qui finalement vivotaient dans des conditions qui étaient un petit peu plus enviables que la majeure partie de la population algérienne, mais qui n'étaient pas non plus dans l'opulence. Donc ces pieds noirs partent massivement. On voit ici des images qui illustrent l'exode des Français d'Algérie, hein. Ici, vous avez sur les quais du port d'Alger hein, des voitures qui sont abandonnées. Ici, vous avez l'arrivée des pieds noirs qui ont été rapatriés au port de Marseille. Donc, vous voyez, en gros, on leur a donné quelques jours, quelques semaines pour regrouper dans des valises toute leur vie, hein. Et parfois,
certains étaient là depuis 130 ans, donc c'est un départ sans retour, hein. Et d'ailleurs, certains ont choisi avant de partir de tout brûler, hein, de brûler leur maison, de brûler leur usine, de brûler leur voiture, en disant c'est le travail de toute ma vie, il n'est pas question que je le laisse aux Algériens. Et là, il y a également eh bien, le sort des harkis, hein. Les harkis, ce sont les supplétifs de l'armée française qui étaient d'origine algérienne, hein. Donc c'était des combattants algériens qui évidemment avaient choisi le camp de l'armée française. Alors pour des raisons mais extrêmement multiples, on pourrait en faire une liste infinie, hein. Ça peut être tout simplement par fidélité, par exemple, je sais pas moi, un combattant qui était dans l'armée française depuis 1938 et qui avait toujours combattu dans l'armée française. Et il avait peut-être tous ses copains dans l'armée française, il avait fait toute sa vie dans l'armée française et il est resté fidèle à l'armée française puisque pour lui, il pensait que l'Algérie allait rester française. D'autres, ça a été par opportunisme, hein, par intérêt financier ou en pensant se ranger du côté des vainqueurs. D'autres, ça a été ben, par peur du FLN. Notamment, il est arrivé que des combattants qui à l'origine étaient contre les Français soient obligés de se mettre sous la protection des Français parce que comme ils n'étaient pas avec le FLN, eh bien le FLN considérait qu'ils étaient obligatoirement contre eux et donc du côté des Français, ce qui était en fait beaucoup plus compliqué que cela, hein. Je pense notamment aux partisans de Messaliadj qui parfois ont été obligés de choisir le camp de l'armée française. Ça pouvait être comme l'illustre certains écrivains, eh bien, pour des raisons toutes futiles. Par exemple, des anciens combattants de la Première Guerre mondiale à qui eh bien, le FLN a demandé de renoncer à leur prime de retraite de l'armée et qui ont dit bah non, moi je renonce pas à ma prime de retraite de l'armée. Eh bien, si tu renonces pas à ta prime de retraite de l'armée, c'est-à-dire que tu es du côté de l'armée française. Donc, ils subissaient des exactions, des menaces, et du coup, bah, face à ces menaces, eh bien, ils se mettaient sous la protection de l'armée française en disant aux Français, protégez-nous parce que les gars du FLN veulent nous tuer. Donc, du coup, bah, ils devenaient des harkis. Donc, les raisons sont extrêmement multiples, et ça a amené, entre guillemets, des dizaines de milliers de harkis à pouvoir rejoindre la France, mais l'immense majorité des harkis, et là c'est une honte pour la France, ont été abandonnés en Algérie, c'est-à-dire que il y a eu des commandants militaires de l'armée française qui voulaient rapatrier leurs soldats d'origine algérienne en France, mais le gouvernement français a dit clairement qu'il ne les voulait pas. Et donc ils ont été laissés sur place en Algérie, et évidemment il s'est passé ce qui s'est passé. Eh bien, des dizaines de milliers de harkis ont été massacrés lors de l'indépendance, hein. C'était le moment de la vengeance. Et parfois, il y avait des massacres même au sein de familles, hein. Il pouvait y avoir un frère qui était pour le FLN, un frère qui était harki, un fils qui était harki, un père qui était pour le FLN, ou vice-versa. Et donc, ça a donné lieu à d'importants règlements de compte. Et encore aujourd'hui, hein, dans la figure algérienne, dire d'un Algérien tu es un harki, c'est dire de lui que c'est un traître. Et d'ailleurs, ça s'est passé à chaque fois, par exemple, qu'un un Français d'origine algérienne va choisir la France parce qu'il a la double identité en fait. Il est né en France, il a grandi en France, il a été à l'école en France, ses amis sont en France. Il a aussi des origines algériennes, ses parents sont d'origine algérienne, mais pour X ou Y raison, il va choisir de représenter la France dans le domaine sportif. Eh bien, sur les réseaux sociaux en Algérie, ça fuse immédiatement, on le traite de harki. Donc vous voyez, hein, cette notion n'est pas du tout éteinte et reste assez présente dans l'imaginaire algérien, hein. Tout Algérien qui est proche de la France eh bien, encore aujourd'hui, peut être traité de harki, alors qu'il est vrai qu'à l'époque de l'indépendance algérienne, eh bien, les harkis étaient finalement assimilés à des collabos, comme les Français qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient collaboré avec l'Allemagne. Même si, encore une fois, certains Français qui ont collaboré avec l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, du moins, les raisons pour collaborer sont parfois extrêmement multiples et comme souvent, l'histoire, c'est beaucoup plus complexe que du manichéisme en disant tout est blanc ou tout est noir. Et c'est pour ça que j'invite toujours les gens à avoir un petit peu de recul là-dessus et ne pas tomber dans des positions parfois un peu caricaturales. Alors le bilan du conflit, hein, il a été extrêmement meurtrier, hein. Alors les historiens neutres, entre guillemets, par exemple anglo-saxons, vont estimer le bilan des victimes côté algérienne entre 300 et 400 000 morts. Pour les Français, les militaires français, c'est à peu près 35 000 morts, donc à peu près 10 fois moins, hein, c'est le rapport des guerres asymétriques.
plusieurs dizaines de milliers de harkis font partie du nombre de victimes algériennes, hein, entre 40 50 000. Alors après, comme je disais, hein, si vous êtes en Algérie, on parle de 1,5 million de morts, mais ce sont des chiffres évidemment qui sont exagérés, mais pour augmenter l'idée que le sacrifice a été général de la nation algérienne.